Bonjour Nicolas. Ouais. Bonjour Michel. En tout cas, je suis ravi de te voir ici, même, Moi aussi. même si on se connaît depuis 21 ans. Eh oui, depuis 21 ans, 2005. Ouais, je t'ai vu débuter chez Microsoft. Ouais, MSN. Exactement, à Bon. l'époque où on vendait du MSN Messenger, On vendait MSN 2-3 Note. bannières sur Hotmail et Messenger, ouais, en effet. Exactement. Et aujourd'hui, donc, tu es le VP chez Tids de la partie supply Voilà. pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est ça? J'oublie quelqu'un Alors peut-être? c'est Un continent? Europe du Sud, Middle East et LATAM. LATAM. Waouh. Tu voyages beaucoup alors? Je fais beaucoup de Zoom. C'est restriction budgétaire, on est quand même assez... on contrôle. Bon, cool. Mais et comme je te le disais, on se disait, tu prends rarement la parole. Oui. Et Parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Hein, tu sais. attends, je Non. suis sûr que tu as plein de choses à nous dire et même tu vas nous apprendre énormément de choses. Puisque moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que fait Tids aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu peux Je nous vais te expliquer dire. effectivement ce que fait Tids et puis également votre rôle auprès des éditeurs Bien notamment? sûr. L'entreprise que tu connais aujourd'hui, Tids, c'est la réunion d'Outbrain et de Tids. Et donc, globalement, on a réuni 3 lignes de business. 3 lignes de business. La première, c'est les activités, on va dire, Tids Legacy. Donc de l'in-article, donc des formats outstream que tu vas avoir au cœur d'articles sur la plupart des médias, donc que ce soit Le Monde, Le Figaro, etc. La télé connectée, on y reviendra, la télé connectée qui prend une part de plus en plus importante, notamment en télé connectée, tu as plusieurs formats, mais notamment le format home screen sur lequel on est assez référent et présent chez des gros partenaires tels que Samsung, LG, Vida, etc. Et la troisième activité, c'est l'activité anciennement à Outbrain, donc à présent le pied de page. Donc moi, c'est là où j'ai commencé, en effet, il y a 10 ans chez Outbrain maintenant. Et donc en présence sur les pieds de page avec un modèle qui est en train de changer. Donc on en touchera peut-être un petit mot. Bien sûr. En effet, c'est un modèle où on est présent sur les pages articles des éditeurs et on essaye de faire des formats qui sont plus à la performance, plus au CPC. Très bien. Donc, Tids est clairement un partenaire de monétisation des éditeurs, un partenaire, j'allais dire, de premier plan. Et justement, on parle souvent en ce moment de nouvelles équations programmatiques. Et on dit que les éditeurs reprennent un peu le pouvoir, ils sont au cœur de cette nouvelle équation programmatique. Donc ça va être un peu le thème générique de l'ensemble des questions que je vais te proposer. Première question, est-ce que selon toi, les éditeurs reprennent le pouvoir dans la chaîne programmatique? Il y a un moment, de toute façon, avec les tendances actuelles, c'est-à-dire quand même les cookies, la non-disparition des cookies, mais quand même la moindre importance des cookies dans toute cette équation. La first party data, elle est quand même assez importante. Et à un moment, les éditeurs, ils ont besoin de reprendre un peu le contrôle de tout cela. Nous, on privilégie toujours une relation directe avec les éditeurs. Je pense que c'est assez clé. D'ailleurs, là, on le voit, nous, le positionnement, c'est d'aller vers un peu plus d'ouverture, notamment sur justement le feed, pour donner plus de contrôle aux éditeurs. Plus de contrôle pour qu'ils puissent brancher directement leur site ID des SSP et pouvoir venir en compétition avec notre demande au sein du feed. Donc oui, il y a une vraie reprise de contrôle de la part des éditeurs et qui est nécessaire parce que au final, on est quand même dans un environnement où les inventaires se contractent. Tout à fait. Donc on a besoin de garder de la valeur pour ces inventaires. Alors justement, tu parles de contraction des inventaires. Elle est pour certains souvent le résultat aussi de ce qu'on appelle la curation. Donc la curation, c'est le fait de sélectionner les meilleurs environnements publicitaires, on va dire, pour les annonceurs et pour les agences notamment. Est-ce que selon toi, cette fameuse curation, est-ce qu'elle est devenue vraiment incontournable? Elle est devenue incontournable parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une problématique malgré cette contraction, les advertisers, faut se mettre à leur place. Ils recherchent de l'efficacité et ils n'ont pas de problème il y a pas de problème d'inventaire. L'inventaire, il est là quand même. Il y en a suffisamment pour servir les campagnes. Mais eux ont plus la volonté d'aller vers l'inventaire le plus qualitatif, brand safe, consenti,
sur des éditeurs premium pour pouvoir maximiser l'attention, donc viewable, etc. Donc oui, d'un certain côté, c'est normal et c'est une bonne chose. Il y a eu une volonté par le passé d'aller vers probablement du pas cher. Là, il y a une volonté d'aller vers de l'efficacité aussi. Et l'efficacité, elle se fait. On connaît le contexte qui permet d'avoir de l'efficacité. Alors tout à l'heure, tu parlais de la volonté pour Tids d'être de plus en plus présent sur la CTV. Tu parlais de l'home screen notamment. Oui, Est-ce que pour toi, la CTV sera le principal moteur de croissance des éditeurs? Alors, bonne réponse de Normand, je vais te dire oui et non. Ça dépend des éditeurs. Les éditeurs qui produisent du contenu, qui ont de la propriété intellectuelle. Je pense qu'en effet, la volonté pour eux, ça va être progressivement de s'affranchir du canal par lequel ils vont diffuser. C'est-à-dire probablement demain, je veux dire TF1, Koh-Lanta, et ça sera confirmé peut-être tout à l'heure par mes petits confrères, mais que ça soit diffusé par Netflix, par TF1+, sur des extraits sur YouTube ou directement sur le site de TF1, j'ai envie de dire, c'est la valeur, elle existe grâce au contenu. Donc la télé connectée, on peut dire que c'est la CTV, c'est un canal. En effet, pour eux, c'est un canal qui est efficace parce que l'écran est grand. Souvent, il y a plusieurs paires d'yeux qui le regardent. Donc en effet, il y a quelque chose d'un peu magique, mais ceux qui, on va dire, les éditeurs qui produisent du texte et il y a pas de miracle pour eux. Et je pense qu'ils n'arriveront pas à aller exploiter ce canal. Ouais, mais tu penses parce qu'on voit quand même pas mal de journaux qui essayent comme Le Parisien ou Le Monde, voire même Libération, qui aujourd'hui proposent de plus en plus des vidéos à leurs abonnés, qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux pour s'adresser à une nouvelle génération de lecteurs, qui seront plutôt des vidéonautes que des lecteurs d'ailleurs. Là, pour eux, ils prennent plutôt le bon chemin. Mais ils prennent le bon chemin parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent avant tout à faire? Ils cherchent à mettre en place un ton, à créer des contenus, à se distinguer et j'ai envie de dire, pour le moment, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui sont pas trop focus sur où est diffusé leur contenu. Pour l'instant, ils cherchent avant tout à créer un contenu, à créer un positionnement. Et je dirais, après, le succès, il vient par la suite et les gens viendront. De toute façon, le consommateur, il est un peu... on en parlait hier sur un autre sujet, mais le consommateur, il est un peu fluide. Il va là où sont les contenus, il va sur la plateforme où il y a les choses intéressantes. Donc, si demain, Gala est très bon sur WhatsApp ou sur Instagram, si Libération est très bon sur TikTok, j'en sais rien, mais c'est un super asset et peut-être que ça leur donnera la passerelle pour aller derrière vers la CTV. Mais alors justement, tu parlais des attentes des annonceurs d'une certaine manière en ce qui concerne les environnements publicitaires. Est-ce que tu penses que les annonceurs aujourd'hui valorisent suffisamment les environnements premium? C'est un peu c'est lié à ton point sur la curation, évidemment, parce que les environnements premium ont quand même une attention qui est forte. Ils ont quand même de la récurrence, puisqu'en fait les environnements premium amènent des utilisateurs avec de la récurrence, souvent avec une approche un peu moins agressive, avec une ad density, donc moins de pub sur la page, mais de la pub bien positionnée. Et donc ces environnements premium, souvent, ils combinent de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la brand safety, du consentement, de la visibilité. Donc en effet, les advertisers, c'est ce qu'ils cherchent avant tout. On en arrive à notre dernière question, qui est une question un peu prospective, on va dire ça comme ça. C'est quoi pour toi le principal défi des éditeurs dans les 5 prochaines années? 5 prochaines années. Alors, Nostradamus. Qu'est-ce qu'on peut... Il s'appelle Michel. Alors, Michel. Voilà. Non, c'est une bonne question. C'est vrai que je pense que moi, je parle globalement à peu près tous les éditeurs et à toute leur régie. On est quand même sur... et je leur dis, et je le pense très sincèrement, qu'il faut être très, très courageux aujourd'hui pour être un éditeur parce que les challenges, il y en a au moins un nouveau par an. Je pense que ils sont vraiment pas gâtés. Ils font face à énormément de challenges.
Le challenge qui les effraie particulièrement, c'est en effet, c'est l'IA. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu peux produire des contenus extrêmement vite et forcément, il va y avoir je pense, des acteurs qui vont se positionner pour produire des contenus et ils vont faire peur. Mais la réalité, j'en parlais aujourd'hui avec Philippe Schmidt de Webedia, et je pense que ceux qui réussiront à se démarquer, c'est ceux qui proposent une expérience, qui proposent un contenu et qui utilisent l'IA pour peut-être aller plus vite, peut-être pour aller plus loin, mais qui produisent des contenus originaux. Je veux dire, je prends l'exemple. Si demain, toi, tu vas sur LinkedIn, moi, qui est la seule plateforme que j'utilise, Ouais. tu vas sur LinkedIn, tu les vois tout de suite, les posts IA, et tout de suite, tu as envie de scroller, tu as envie de passer, parce qu'en fait, ça manque de personnalité, ça manque de peps. L'IA standardise un peu tout. Et je pense que par contre, quelqu'un qui est des créatifs, des gens qui arrivent à se positionner, qui ont une expertise et qui utilisent l'IA à bon escient, ils arriveront toujours à garder leurs pattes et à garder l'intérêt de l'utilisateur, qui est le phare, qui est le juge de paix au final. Tout à fait. Et donc l'enjeu des 5 prochaines années, ça va être c'est ceux qui vont le comprendre, ça, qui vont réussir à créer une expérience qui est complète et à utiliser l'IA à bon escient. Eh bien, merci Nicolas de nous avoir au moins éclairé, c'est sûr. Je sais pas si j'ai dit énormément de choses intéressantes. Mais si. Et c'est pour ça. Et en plus, comme je le disais, tu ne parles pas souvent. Et au-delà du fait de nous avoir éclairé, ce fut un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi à Cannes. Je te souhaite un bon Cannes et surtout un très bel été. Eh ben, je te remercie, Michel. C'est toujours un plaisir de te voir de toute façon et passer du temps avec toi. Merci. Salut, à Michel. bientôt.